Nous allons commencer la journée, je pense que nous sommes pile à l'heure, ou presque. Comment ça va se passer le matin? Je vais laisser donc la parole au directeur de notre unité de recherche, Jacques Walter, et puis au représentant du projet Olki qui est derrière cette journée, et c'est grâce à Olki qu'on le remercie déjà et on va remercier par la suite aussi. Donc, ils vont présenter un peu ce que c'est, en quoi ça consiste, quel est l'esprit Olki et pourquoi on est là sur ces thématiques aujourd'hui. Et par la suite, avec Brigitte Simonon, que nous avons co-organisé la journée, on va présenter plus en détail le contenu de la journée. On laissera la place à nos 4 intervenants le matin et l'après-midi. Et puis Dario, qui est le troisième co-organisateur, clôturera la journée comme prévu. Donc pour ne pas perdre du temps, et comme je vais reprendre la parole après, je te la laisse, Jacques, à toi tout de suite. Il faut savoir que normalement, il ne faut pas avoir plusieurs micros allumés dans cette salle. Donc en général, lorsqu'on parle, enfin je dis surtout pour les étudiants, ceux qui ne connaissent pas, peut-être tout le monde connaît, donc pensez à éteindre pour laisser la parole pour les autres. Ouais, voilà, donc non seulement il faut éteindre les micros, mais pour pouvoir le faire, il faut les allumer. Donc vous voyez, enfin, il y a des questions de technique absolument fondamentales qui se posent, et la question de la technique, mais pas seulement, on va la retrouver, je l'imagine, tout au long de cette journée. Donc effectivement, je vais prendre la parole pour vous souhaiter la bienvenue au nom du Centre de recherche sur les médiations, qui est un des organisateurs de cette journée. Et mon propos, qui sera, rassurez-vous, assez bref, tournera autour de la petite expérience que nous avons en matière de médias et de journalisme au sein de cette unité de recherche. Mais avant de dire cela, je tiens à souligner un aspect qui me semble très important dans l'organisation de la recherche, qui est l'association d'un certain nombre de collectifs. Car au fond, cette journée, c'est cela, c'est la concrétisation d'efforts collectifs pour penser une question difficile. Donc on le fait grâce à Olki, et ça, je trouve que c'est un point extrêmement important, et moi aussi je m'associe aux remerciements. Olki, bon, c'est toi qui vas en dire quelques mots, hein, mais ça s'inscrit dans le cadre d'un projet de l'Université de Lorraine qui s'appelle Lorraine Université d'Excellence. Dit comme ça, c'est un côté un tout petit peu pompeux, prétentieux, mais au fond, il faut mettre de côté les jeux d'étiquettes et plutôt se dire qu'on a là un certain nombre de moyens qui nous permettent d'approfondir des questions importantes. Et c'est ça qu'on va retenir. Donc il y a Olki, il y a une unité de recherche, il y a l'Observatoire du web journalisme, qui est une structure pionnière sur la question en France. On l'a monté en même temps que nous montions des formations en journalisme numérique, donc il y a également un master. Et il me semble que cette association entre des unités de recherche, des structures qui allient monde professionnel, monde académique, des alliances entre des unités de recherche qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, et surtout l'effort de formation, l'investissement dans la formation, c'est là quelque chose de tout à fait important en termes de configuration de travail, et qui devrait produire, je l'imagine, des résultats non pas inédits, il ne faut peut-être pas exagérer, mais en tous les cas qui prennent sens par rapport à une configuration qui est moins habituelle qu'on l'imagine. Alors, le centre de recherche sur les médiations, que j'ai le plaisir de diriger depuis 20 ans, finalement, ça commence à faire, a en réalité 25 ans d'existence de façon officielle. C'est en 1994 qu'il y a eu véritablement l'émergence, non pas l'émergence, mais une stabilisation à peu près de l'intitulé du centre. Et vous allez voir, ce n'est pas anecdotique par rapport à notre propos. Le centre de recherche sur les médiations, initialement, était intitulé Centre de recherche sur les médias. Et nous avions à l'époque un média de prédilection qui était la télévision. C'est historique, ça tenait aux personnalités des cofondateurs de cette unité de recherche, et on travaillait là-dessus. Donc il y avait essentiellement une logique d'objet. Et on s'est rendu compte au bout à peu près de 5 ou 6 ans que cette logique d'objet ne fonctionnait pas si bien que cela, que c'était finalement quelque chose de restrictif. Et nous avons été plusieurs à proposer un passage qui était celui de centre de recherche sur les médias à celui de centre de recherche sur les médiations. Et en disant centre de recherche sur les médiations, on mettait l'accent sur un processus qui permettait d'analyser des objets.
ce qui n'est pas du tout la même chose évidemment en termes de gestes scientifiques. Et durant cette navigation entre centre de recherche sur les médias, centre de recherche sur les médiations, il y avait eu une tentative à un moment de dire, mais au fond, moi je n'en étais pas partisan du tout, hein, mais c'était, est-ce qu'on ne serait pas centre de recherche sur le multimédia? Au tournant des années 90, émergeait ce qu'on appelle aujourd'hui très classiquement le numérique, qu'à l'époque on appelait davantage le multimédia, et qui était source d'interrogation pour nous, pour les chercheurs. Et cette source d'interrogation, elle a été productive, puisqu'il y avait une triangulation entre les médias d'une façon générale, le rapport entre les médias en tant que tels, et les processus par lesquels, grâce à l'analyse des processus de médiation, prennent sens sur le plan social à l'intérieur d'un espace public qui se reconfigure en permanence. Et c'est cela qu'on a retenu. Alors historiquement, je l'ai dit tout à l'heure, nous étions en train de travailler sur la question sur l'objet que constituait la télévision. Et on avait des interrogations aussi sur le rapport entre télévision et journalisme. D'autant plus fort qu'il y avait des modifications d'ordre technique ou technologique, comme on le dirait davantage aujourd'hui, notamment parce qu'il y avait l'intrusion de la vidéo, sa généralisation. On en arrivait même à dire, avec ces nouveaux modèles, avec cette manière de filmer, la télévision étant le média considéré comme numéro 1 qui influençait tout le monde, on assisterait progressivement à une sorte de disparition du métier de journaliste parce que tout le monde pourrait le faire grâce à sa petite caméra portable. On n'en était pas évidemment au téléphone portable, hein, c'était absolument pas ce que nous avions en tête. Et on prophétisait en quelque sorte la disparition de certains métiers ou leur reconfiguration ou une nouvelle articulation entre les publics et les professionnels. Sauf que, un petit peu comme dans La Clé de Berlin, l'ouvrage de Latour, c'est pas tout à fait un échec, mais en tous les cas, c'est pas exactement ce qui s'est passé. Parce que le troisième larron entre la télévision et les caméras portables ou la vidéo qui s'est introduit, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire au fond Internet. Et là, le jeu a basculé complètement sans qu'on l'ait réellement vu venir, ou tout au moins, on ne mesurait peut-être pas à ce point-là en quoi les choses allaient changer. Ce dont on était sûr, c'était que on traversait une période durant laquelle, je reviens à la question du journalisme, celui-ci était fragilisé, pour toutes sortes de raisons. Pas parce qu'il y avait de l'innovation technique, c'est pas ce que nous disions à l'époque. Pas parce qu'il y avait l'intrusion du numérique, mais parce qu'on observait, depuis le milieu des années 80, une sorte d'érosion dans la confiance, la crédibilité, que les Françaises et les Français pouvaient avoir dans les journalistes et dans les médias. Et pour attester de ceci, il y avait, et il y a encore d'ailleurs, un sondage annuel qui était réalisé, hein, ça fait plus de 30 ans que ça dure, par un organisme de sondage, en l'occurrence la Sofres, à l'époque par une revue à mi-chemin entre la science et le monde professionnel non scientifique, enfin le monde professionnel des médias, qui s'appelait Média Pouvoir. Et un journal, un quotidien, qui était La Croix, qui est toujours La Croix, quotidien d'information, qui, comme son nom l'indique, est d'obédience chrétienne et un peu plus catholique. Voilà. Et lorsqu'on creuse un petit peu cette affaire-là, on se rend compte qu'il y a évidemment une entreprise de sondage, il y a un certain nombre de journalistes, et il y a surtout une politique du chiffre. C'est-à-dire, là on se dit, on va pouvoir quantifier le rapport de confiance à l'opinion, hein, et on a vu qu'en l'espace de 30 ans, d'un doute sur l'indépendance, etc., on est passé à quelque chose qui est de l'ordre, mais les technologies changent le rapport à l'opinion, il y a les fake news, etc., etc., etc. C'est-à-dire qu'au fond, on a maintenant, sur la base de ce que je viens de dire très rapidement, une alliance, une triangulation entre quelque chose qui est de l'ordre de l'innovation, là on quitte la question de la télévision, c'est l'innovation au sens large, un deuxième élément qui est l'intrusion, enfin pas l'intrusion, c'est pas dire, le terme est très mal choisi,
le poids du numérique dans le monde social. Et troisième élément, un rapport aux chiffres qui est devenu quelque chose d'important, au-delà bien évidemment de la mesure, de la confiance qu'on peut avoir dans les médias, sachant qu'il y a très rarement d'interrogations sur la fabrique des sondages en question qui attestent de cette fragilisation du rapport de confiance. Il faudrait relire les travaux de Patrick Champagne, sociologue bourdieusien s'il en est, mais qui expliquait quand même comment tout cela a été construit. Et au fond, ces trois éléments, on les retrouve dans ce qui nous occupe aujourd'hui. C'est-à-dire, je crois qu'il y a là une sorte d'archéologie en quelque sorte méconnue, ou qu'on a progressivement oublié, c'est plutôt cela, comme s'il n'y avait pas de capitalisation de l'expérience sur ce que nous traversons aujourd'hui. C'est-à-dire la question de l'algorithme, c'est la question du chiffre aussi, c'est la question du calcul, incomparablement plus compliqué que les petits sondages dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais c'est là. La question du numérique, elle est devenue centrale. Elle se pose à la fois dans le monde professionnel, mais aussi dans le monde de la recherche. Et la question de l'innovation ne cesse de traverser les réflexions que nous menons, que vous menez, chacun à votre place. Voilà. Donc, en disant cela, je veux dire quoi? Je veux dire simplement que si on veut avoir une attitude de nature scientifique à l'égard des phénomènes que nous questionnons, on ne peut pas les reprendre comme s'il n'y avait pas de passé. Je crois qu'un des gestes fondamentaux aussi de la recherche consiste à capitaliser les expériences et les travaux que nous avons et à les reprendre à nouveau frais, c'est-à-dire en s'appuyant sur des traditions, en les faisant fonctionner sur ce qui change et en voyant en quoi il y a une interaction entre les deux et qu'il y a peut-être à modifier des façons de penser et en même temps à inscrire ce qui apparaît comme neuf dans une continuité socio-technique, historique et politique. Alors, ceci est vrai pour les médias d'une façon générale et me semble vrai aussi pour ce qui concerne l'intelligence artificielle. Pour reprendre un terme qui fonctionne comme une expression valide, comme une formule, on ne sait plus trop bien ce que ça veut dire, mais on sait qu'on en parle. Et on a tous notre avis sur le sujet, ce qui est quand même extraordinaire. Là aussi, on pourrait réinterroger les travaux de nature sociologique, on va les reprendre à notre compte pour voir comment cela circule, comment une formule peut acquérir de la consistance dans l'espace public et finalement fonctionner comme une sorte d'impensé sur lequel nous pensons quand même. Ce n'est pas le moindre des paradoxes. Alors là aussi, je crois qu'il faut capitaliser. L'intelligence artificielle, c'est pas né l'année dernière. Chacun peut faire sa généalogie comme il le veut, mais on est au moins, par rapport à l'époque contemporaine, à une soixantaine d'années d'existence et de travaux. On connaît les groupes qui les ont promus, on sait qui ils sont, on connaît les fondateurs, on connaît la postérité, on sait mesurer, tracer la manière dont, d'un côté et de l'autre, par exemple de l'Atlantique, les choses ont pu circuler. Mais on n'en fait peut-être pas grand-chose, comme si tout était inédit. Alors, par rapport à cette attitude scientifique, ou ascientifique, il me semble que précisément nous devons reprendre la main. Et il y a peut-être 5 éléments qui nous permettent de le faire. Il y en a d'autres, mais j'en isole 5 par rapport à la thématique qui va nous occuper, vous occuper durant cette journée. Et je le dis sur la base aussi de l'expérience qui a été la mienne en tant que membre de cette unité de recherche, et qui était là au moment de la fondation et qui, je le répète, dirige l'affaire depuis 20 ans. Le premier point, c'est une erreur de perspective, c'est-à-dire que lorsque le chercheur commence à faire de la prédiction, il y a de bonnes chances qu'il se trompe. Je pense que la dimension prédictive, en quelque sorte, qu'on s'autorise à avoir en tant qu'expert de ceci ou de cela, n'est pas nécessairement quelque chose de judicieux et pire, peut contribuer à disqualifier une partie de notre activité. Donc je plaide pour une forme de prudence à l'égard des faits sur lesquels nous travaillons. Le deuxième élément qui nous vient facilement, et je le dis pour l'avoir expérimenté là encore, c'est l'oubli d'une distinction classique posée par Max Weber, donc il y a bien longtemps, le père de la sociologie allemande,
entre ce que l'on appelle le jugement de valeur et le jugement de fait. Scientifiquement, le jugement de valeur, ce n'est pas notre affaire. Le jugement de fait, oui, établissons des faits. Mais le jugement de valeur, c'est ce que nous allons avoir comme citoyens. C'est ce que nous pouvons dire en tant qu'experts lorsqu'on quitte plutôt notre habit universitaire. Enfin bon, mais ce n'est pas cela qui est attendu de nous. C'est une activité sociale largement partagée, mais nous devons peut-être être prudents lorsque nous sommes dans le jugement de valeur, et ça vient très vite lorsqu'il est question de l'intelligence artificielle, parce qu'il y a des espèces de démons imaginaires qui nous feraient croire que ça y est, tout est prédéterminé, qu'on calcule pour nous, que nous devenons inintelligents, que la machine prend le pouvoir, etc. Il y a un imaginaire qui provoque du jugement chez nous, de l'inquiétude parfois, et dont il faut se méfier parce que ça nous empêche d'analyser sereinement les choses. Le troisième élément, pour moi, c'est le corrélat de celui que je viens de dire là maintenant. C'est-à-dire que si nous devons faire quelque chose, même si c'est difficile, mais c'est ça notre fonction de scientifique, c'est de travailler sur des données empiriques. Nous devons réintroduire cela d'abord dans notre raisonnement. Et c'est vrai qu'avec le numérique, ça devient quelque chose de très compliqué en raison des grands nombres dont on parlait tout à l'heure, mais en même temps, c'est absolument pas impossible. Et le public utilisateur, c'est grosso modo des humains un peu comme vous et moi, qui déjà regardaient la télévision, qui ont pu lire la presse, qui ceci, qui cela. Donc il n'y a pas non plus une modification radicale au point que cela devienne inconnaissable. Au contraire, je pense que plus que jamais, face à ce discours, il faut faire attention et mener des études empiriques, quitte évidemment à faire preuve d'imagination au sens positif sur le plan scientifique, c'est-à-dire à mettre au point des méthodes que nous ne connaissons pas, à en raffiner d'autres, voilà, et surtout à faire un bilan des méthodes et de leur rendement. Ça, je crois que c'est un point important. Le quatrième point, qui nous dépasse un peu, mais qui, dans le cas de LUE et de Holkey en particulier, a beaucoup de sens de mon point de vue. C'est la question de la place du chercheur. Je ne vous cache pas que le souci que je peux avoir, je parle en tant que directeur d'une unité dans laquelle on forme à peu près, enfin, on a environ 100 doctorants par an dans notre unité, tous ne se destinant pas à devenir des chercheurs professionnels, mais quand même, c'est où sont les chercheurs en la matière? Quelle place vont-ils trouver? Et le domaine que constitue celui de l'intelligence artificielle en lien avec le journalisme, en lien avec les grandes entreprises du numérique, soyons clairs, bon nombre de chercheurs travaillent dans les dites industries. Parce que le statut qu'on leur offre, les conditions de travail, et soyons bassement matérialistes, les salaires, ont peu de rapport avec ceux que l'institution universitaire, en tous les cas en France, peut offrir. Si on va en Suisse, si on va... Peut-être que là, les conditions sont meilleures, et on comprendrait la fuite des cerveaux. Mais bon, voilà, pour l'instant, en Lotharingie profonde, où il y a quand même des talents, il n'y a pas nécessairement ce qui va avec ces talents pour avoir une attractivité suffisante et faire en sorte qu'à l'intérieur du monde académique, des chercheurs de haut niveau puissent travailler, développer leur action. Et c'est quand même quelque chose de fascinant de constater qu'un pan très important de l'activité sociale, avec de l'innovation, avec la technique, rallie des chercheurs que nous formons, mais qui vont travailler parfois à opacifier le rapport que nous entretenons avec ces mêmes techniques. Voilà, il y a une sorte de déséquilibre qui peut s'installer, donc la question du marché du travail intellectuel et scientifique sur la question me semble un défi à relever. Et LUE peut contribuer à rééquilibrer la balance de notre côté. Et le dernier point qui me semble important là-dessus, c'est, et Holkey y participe, et je suis ravi que le lauréat, le CREM s'y retrouve en particulier, c'est la nécessité de ne pas jouer des coups. Qu'est-ce que c'est qu'un coup? C'est de dire il y a une innovation chic, un colloque. Une innovation chic, une petite journée d'études. Moi je dis une innovation
Eh bien, un programme à long terme, le contraire du ticket choc. Hein, il faut quitter l'immédiateté et se dire si vraiment c'est quelque chose d'important, il faut se donner les moyens d'aller vite tout en étant lent. Hein, c'est-à-dire travailler le paradoxe. On a besoin du long terme pour comprendre des évolutions et ne pas être à la remorque de réflexions qui sont ni plus ni moins que celles de Joseph Prudhomme, hein, et qui ne vont pas nous mener loin. Hein. Je pense qu'au contraire, hein, il faut bâtir de façon pluriannuelle des programmes sur la même thématique, parce que c'est cela qui caractérisera, si vous voulez, l'activité scientifique par rapport à la course à l'innovation qu'on peut retrouver dans certaines entreprises. On les réinscrira dans la durée. On sera capable de mesurer des évolutions. On sera capable aussi de les penser en termes, et c'est là-dessus que je voudrais conclure, en termes d'articulation entre la formation et la recherche. Moi, je me réjouis de la composition de cette assemblée. Soyons clairs, les chercheurs professionnels ou enseignants-chercheurs professionnels sont hyper minoritaires, toutes disciplines confondues, ça ne draine pas les foules, on le voit. En revanche, nous avons beaucoup d'étudiants dans la salle, et ça, on peut s'en réjouir. Alors, pourquoi on peut s'en réjouir? Pour au moins 3 raisons. Et on a beaucoup dit, d'ailleurs, lorsqu'on a créé les formations en journalisme au sein de l'Université de Lorraine, qui étaient centrées sur le journalisme numérique, que c'était à peu près une aberration. Quelle idée de faire du journalisme numérique? Comme si le journalisme n'était pas suffisant en tant que tel. Formation de journaliste, point. Numérique, télévisé, radio, aucune importance. Faux. Faux. Hein, il y a un rapport très fort aujourd'hui entre journalisme et numérique, alors qu'après, à terme, finalement, soit plus essentiel de mettre l'accent là-dessus, peut-être. Mais dans la période historique que nous vivons, oui, il faut mettre l'accent là-dessus, parce que la donne a changé. Et il me semble que du coup, il y a effectivement 3 points saillants sur lesquels je veux insister pour clore mon propos. Le premier, c'est qu'il est indispensable d'avoir une recherche en tant que telle sur les pratiques journalistiques. On ne peut pas faire comme si cela avait disparu ou que tout avait été dit. Et c'est pour cela qu'au sein du Centre de recherche sur les médiations, à partir du mois de janvier, nous aurons une nouvelle équipe qui sera validée lors du prochain contrat quinquennal, qui s'appellera Promédia, et dont l'objectif, ce sera de travailler entre les relations entre journalisme, espace public et médias. Voilà, c'est très classique, mais plus que jamais indispensable, y compris dans le rapport que l'on entretient à la démocratie, aux questions de pouvoir ou autres. Donc, avoir cette approche à la fois sociologique, technique et historique est fondamentale sous cet angle-là. Le deuxième élément, c'est que, et nous le faisons là, c'est très important, c'est qu'il faut mener une recherche sur la pédagogie du journalisme, sur la formation en tant que telle. Il ne s'agit pas seulement de former au journalisme. En tant que chercheur, il faut s'interroger sur la façon dont effectivement on enseigne ce métier, hein, en particulier en raison des modifications technologiques qui sont difficiles à appréhender. Donc avoir une réflexion sur les modalités d'apprentissage et sur cette articulation forte entre recherche et formation me semble tout à fait essentielle. Et c'est pour cela qu'avec nos collègues de l'Université de Louvain, avec nos collègues de l'Université de Neuchâtel qui sont représentés ici, et le CREM, nous avons fondé une alliance internationale d'études sur la pédagogie du journalisme. Cela n'existe pas, c'est profondément innovant et nous en avons besoin. Et le troisième élément, et le dernier, et là je m'adresse aux quelques journalistes qui sont présents dans la salle, ils sont plus que peu nombreux, hein, ils agitent les mains parce que c'est une espèce en voie de disparition, donc vous voyez bien que c'est comme une sorte d'appel au secours. Hein. Ils sont en train de se noyer, de disparaître, mais non, ils sont jeunes et ils sont dans la salle et on va les retrouver dans de très nombreuses rédactions. Je crois qu'un idéal que nous devons viser en tant que chercheurs, c'est non seulement
d'avoir des recherches sur le journalisme, mais d'avoir aussi des journalistes qui soient des chercheurs. Et j'espère que le jour où vous vous déciderez à ne pas faire une carrière d'enseignant-chercheur, mais à devenir journaliste, à un moment ou un autre de votre trajectoire, vous direz « je reviens et je veux allier les deux compétences qu'on m'a apprises au sein de l'Université de Lorraine ». Voilà, j'espère qu'il y aura là, avec cette journée, un parcours, enfin, une étape dans cette trajectoire. En tous les cas, c'est ce que je souhaite vivement. Je vous remercie. Merci Jacques pour cette mise en perspective et problématisation de la journée. Il y a, je pense, plusieurs questions qui vont apparaître tout au long de la journée. La parole maintenant à nos collègues Olki. C'est Aurore qui prend d'abord la parole. Aurore, c'est à toi. Oui. Merci pour l'invitation. Merci aux organisateurs pour cette journée. Merci d'être là. C'est un petit peu difficile de parler juste après cette tirade inspirante. Mais voilà, je voulais d'abord dire que OLKI, ça signifie Open Language and Knowledge for Citizens. Monsieur Walter l'a dit, c'est un projet de l'Université de Lorraine, Université d'Excellence, une initiative de l'Université de Lorraine et qui est financée par Programme d'investissement d'avenir. Ce projet est porté par 5 laboratoires, donc le CREM, le Centre de recherche sur les médiations, les archives Henri Poincaré, le laboratoire analyse et traitement informatique de la langue française, l'Institut Élie Cartan et le Lauria, laboratoire lorrain de recherche en informatique et ses applications. Donc effectivement, on a quelques moyens et donc on finance thèse, postdoc et puis l'organisation d'événements ou de journées d'études comme celle-ci. Voilà pour les aspects un peu très factuels et terre-à-terre. Et maintenant, je laisse la parole à Christophe pour les aspects scientifiques. Merci. Oui, donc merci, bonjour à tous, je suis Christophe, j'ai la chance de représenter le projet OLKI. Alors d'abord, je voudrais remercier chaleureusement donc, les organisateurs de cette journée pour nous avoir invités, pour nous permettre de dire quelques mots sur OLKI. Alors, pourquoi parler de OLKI évidemment parce que les thématiques qui sont développées en recherche dans OLKI sont recouvrantes largement avec le thème de la journée aujourd'hui. Et puis aussi, bien entendu, parce que le CREM est un partenaire majeur, comme tu l'as expliqué, est un partenaire majeur du projet OLKI dans le consortium, et donc il est naturel qu'on est ravis de soutenir cette initiative. Alors, parmi toutes les thématiques, en fait, que OLKI aborde, il y a une thématique principale qui a déjà été citée, c'est celle de l'intelligence artificielle. Alors, on l'aborde d'une certaine manière, parce que l'intelligence artificielle, c'est vaste, il y a beaucoup de définitions. Et ce qu'on traite dans l'intelligence artificielle, j'ai voulu afficher quelques slides pour vous montrer quelques exemples, en particulier un exemple, je pense, pour peut-être lancer un débat scientifique, même si les exposés qui suivent sont beaucoup plus intéressants que cela. Mais pour lancer le débat, en quelque sorte, aujourd'hui, on a une véritable révolution qui est en marche dans l'intelligence artificielle liée au langage. Alors nous, on traite en particulier du langage dans OLKI. Et pour traiter du langage, il y a un aspect particulier qui est la génération de texte. Donc ça, c'est particulièrement intéressant. Alors on l'aborde de différents angles. Hein. Par exemple, on a ici des recherches qui sont menées dans le projet pour générer des définitions de mots à partir d'un contexte. Mais surtout, il y a des recherches qui sont aujourd'hui, alors ce n'est pas typique du projet, mais nous on les aborde, qui sont ce qu'on appelle les word embedding. Alors les word embedding, c'est quoi? En fait, c'est des nouvelles technologies qui sont apparues, mais vraiment depuis 2017, 2018 même, 2018-2019, c'est très très récent. Et ça révolutionne un petit peu toutes les sciences du traitement automatique du langage, parce que c'est la première fois où on arrive à générer des textes de qualité humaine. Donc aujourd'hui, on est à un point où on n'arrive plus à distinguer concrètement un texte, pratiquement, un texte généré par une machine d'un texte généré par un homme. Je vous ai montré un exemple ici, celui-ci, où on a simplement un homme qui a généré un trigger, enfin une petite graine initiale,
2 petites phrases ici. Recycling is good for the world. No, you could not be more wrong. Et à partir de cela, le système a commencé à générer tout un texte, tout un document. Et quand on le lit, on se rend compte que c'est naturel, ça coule de source. Il n'y a pas de grossière erreur, comme on pourrait s'y attendre, sur le fond comme sur la forme. Donc en fait, c'est de là un petit peu la révolution qui est en train de naître. Et c'est un petit peu le point de départ, on va dire, de nos travaux en IA dans Allkey. Alors, il y a d'autres choses que l'on traite. J'ai juste 2-3 slides. Je vais pas être long, je vous rassure. Donc, bien entendu, les autres aspects, c'est on ne fait pas que générer du texte, on fait aussi analyser les textes. Donc, analyser les textes qui sont transmis sur les réseaux sociaux en particulier, parce que ce sont des textes représentant vraiment les contributions citoyennes. On analyse les discours, on travaille sur l'apprentissage des langues, il y a différentes thématiques comme cela. Et puis, on a un axe un peu transverse qui est très important dans Allkey, qui est un aspect éthique. C'est-à-dire qu'on veut faire de l'intelligence artificielle, mais pas n'importe comment, en prenant en compte vraiment des aspects éthiques qui nous semblent importants. Alors, l'éthique, encore une fois, c'est quelque chose qui a 1000 définitions possibles. On se focalise ici sur une seule. Alors, tant pis, on ne peut pas traiter tous les aspects éthiques, mais au moins on essaye d'aborder les aspects éthiques sur un seul aspect pour pouvoir approfondir cet aspect. Et on a choisi l'aspect sur la protection des données de la vie privée, notamment. Et donc, dans ce cadre-là, on travaille notamment en interaction avec différents laboratoires pour essayer de créer une charte, par exemple, pour permettre enseigner aux scientifiques qui abordent le domaine de la langue comment traiter ces données, mais pas n'importe comment les traiter de manière éthique. On travaille aussi beaucoup sur le contrôle des données, justement. Et puis, on a des actions comme des cycles de séminaires philosophie informatique. On a des actions qui prennent aussi qui deviennent concrets à travers des futurs appels européens sur lesquels justement on a une influence lors de la création même de ces projets. Donc il y a différents aspects comme ça sur lesquels on travaille au niveau de l'éthique. Et puis un dernier point que je voudrais mentionner, donc je ne vais vraiment pas rester long, mais c'est sur une plateforme qui a une autre action concrète que l'on réalise pour implémenter justement des aspects éthiques du traitement de données. Alors, cette plateforme que l'on est en train de développer et qui va être bientôt à disposition, en fait, elle est déjà publique, tout est open source, tout est transparent dans ce qu'on fait. Mais elle sera bientôt mise en version 1, disons, distribuée en version 1, qui va permettre notamment de faire de la dissémination de données de manière éthique, en se connectant, donc pas de manière isolée, mais en se connectant à beaucoup d'autres plateformes de distribution de données, comme les plateformes de Clarine européennes, etc. Et puis aussi de faire du contrôle par la communauté elle-même des données qu'elle génère. Donc en fait, ça c'est un point qui est très important pour nous, justement sur les aspects éthiques. Comment garantir que les producteurs de données restent en contrôle de leurs propres données. Et donc on a construit une plateforme fédérée, donc c'est-à-dire qui est fondamentalement décentralisée, basée sur la notion de communauté qui émerge, essentiellement à un niveau européen d'ailleurs, et qui utilise pour cela aussi des protocoles qui ont été des protocoles de fédération qui ont été standardisés par le W3C il y a pas longtemps, donc qui nous permettent de communiquer avec et de nous intégrer avec des plateformes citoyennes. Vous avez peut-être entendu parler des plateformes qu'on appelle le Fediverse, qui sont des plateformes qui permettent de faire du réseau social multimodal, donc son, voix, vidéo, etc. Et qui est aujourd'hui utilisé par à peu près 3 millions de citoyens. Et on va intégrer, nous, un aspect, une dimension scientifique à cette plateforme qui existe déjà, et permettre ainsi une communication entre les citoyens, plutôt entre les citoyens et les scientifiques, et entre les scientifiques eux-mêmes. Donc voilà en gros les quelques mots que je voulais simplement dire sur le projet Allkey. Et encore une fois, donc, au nom de tous les partenaires du projet Allkey, je voudrais remercier chaleureusement le CREM et les organisateurs pour cette journée. Merci. Merci à vous, c'est passionnant à suivre alors. Donc Brigitte va présenter la journée avec sa problématique. Je vérifie s'il y a une faute d'orthographe. Bien, merci beaucoup
à Christophe, Aurore, pour cette introduction qui est très parlante sur ce qui est en train de se passer dans l'Impact Holkey, puisque c'est un projet vraiment pluridisciplinaire, mais où on croise des thématiques qu'on n'a pas l'habitude de croiser d'habitude. Alors, la journée d'aujourd'hui, plus particulièrement, sur les pratiques journalistiques face aux algorithmes et à l'automatisation, va se pencher sur un aspect particulier de ces techniques de traitement automatique du langage lorsqu'elles sont employées par les outils qui aident les journalistes à travailler ou qui parfois suppléent certaines activités qui sont traditionnellement celles des journalistes. Alors le numérique, j'emploie cette expression un peu vague aussi et générale. Le numérique, ça recouvre finalement la technique, mais l'incacaillerie, l'informatique, les ordinateurs, les réseaux, mais aussi tout ce qui est algorithmique, c'est-à-dire le traitement qui est possible à partir de calculs automatisés. Ce numérique, Jacques Walter l'a évoqué dans son introduction, il agit à l'heure actuelle dans notre société, il est vraiment présent dans pratiquement tous les domaines de nos vies professionnelles ou quotidiennes. Et évidemment, il agit comme une sorte d'amplification, puisque à partir du moment où le numérique arrive dans un domaine, eh bien, il va recombiner des configurations passées. Alors, on parle parfois de révolution numérique et de rupture. En fait, comme Jacques Walter l'a dit tout à l'heure, c'est moins une révolution qu'une reconfiguration qui amène à réfléchir justement à ce qui est en train de se passer. Alors avec le numérique, on est dans le domaine de l'innovation permanente et on peut effectivement toujours faire la course à ces innovations. Évidemment, ça nous oblige, nous, chercheurs, à travailler sur des phénomènes qui sont en train de se faire, qui sont en train de se produire, mais il ne faut pas oublier aussi de prendre du recul et d'analyser les choses avec une perspective beaucoup plus longue. Alors, qu'est-ce que le numérique, et plus particulièrement donc, ce qui fait l'objet d'Holkey, c'est-à-dire le traitement automatique du langage, fait au domaine du journalisme? On voit de nombreuses applications qui, bien sûr, sont, je vais dire, impactées par le numérique, à commencer par les outils avec lesquels les journalistes écrivent, les logiciels à partir desquels ils peuvent publier et composer les journaux, qu'ils soient, que ce soit la presse écrite ou que ce soit la presse audiovisuelle. Donc ce numérique, il est présent d'abord dans les outils d'écriture. Et évidemment, à partir du moment où on utilise des outils pour écrire, eh bien, ces outils ne sont pas neutres dans la manière dont on écrit. On voit aussi d'autres applications qu'on appelle parfois les newsbots, qui sont donc des petits agents informatiques qui vont sélectionner automatiquement des nouvelles et puis les mettre en forme, en réaliser une forme d'éditorialisation, comme on dit, pour les présenter à des publics de façon personnalisée, en s'appuyant sur un certain nombre de critères. Donc, je ne cite que ces exemples-là, mais on pourrait en mentionner d'autres. Alors, le rôle de la recherche face à ces évolutions, c'est bien sûr d'analyser ce qui est en train de se passer, de comprendre ce que Bruno Bachimon appelle la raison computationnelle, c'est-à-dire qu'est-ce qui vient changer dans les rationalités qui sont aujourd'hui à l'œuvre dans nos outils. Et donc, sans précipitation, il faut prendre le temps d'analyser les phénomènes, non pas pour suivre la dernière innovation à la mode, mais pour comprendre
hein, le mouvement de ce qui est en train de se passer, et puis permettre aux futurs journalistes qui sont notamment dans cette salle, mais qui sont aussi ailleurs, de comprendre aussi hein, les outils et les méthodes qu'ils vont utiliser dans leur pratique professionnelle. Voilà, donc je vais passer la parole à Angeliki, qui va présenter plus particulièrement le programme de cette journée. Et je m'excuse. I'm sorry for our guest to speak in French. But we will speak in English after. Merci Brigitte. Merci Brigitte. Donc, en effet, si la recherche c'est la langue principale de la journée, la problématique de l'automatisation dans le journalisme fait partie aussi des sujets sur lesquels nous travaillons au sein de notre master journalisme médias numériques à Metz, que je représente aujourd'hui avec mes collègues dont je vais parler dans un instant. Donc, nous sommes présents ici aujourd'hui à 2 titres, en tant que public, bien sûr, intéressé et surtout directement concerné par ces évolutions, mais aussi en tant que médias, puisque nos étudiants captent la journée et la diffusent en streaming en ligne. Je remercie donc mes collègues Loïc Ballarini, qui est là, voilà, Jean-Loup Lallemand, qui est dans la régie, je pense, et Fred Janger, qui doit être aussi dans la régie, qui pilote donc cette opération aujourd'hui. Je vais remercier également nos étudiants. S'il arrive à un moment qu'ils sont un peu bruyants, c'est parce qu'ils travaillent en groupe et ils communiquent entre eux pendant les conférences, donc il ne faut pas les en vouloir. Je tiens aussi à dire que s'il y a des doctorants dans la salle, il y a une fiche à signer. Je ne sais pas s'il y a des doctorants. En tout cas, voilà. I will briefly speak in English for our colleagues here, just to introduce a couple of things. As I was saying, the issue of automation in journalism is one of the topics we are also working on in our master's program in Metz, which I represent today. So we're present here today in 2 ways, as a public interested in what will be said, but also directly concerned by these evolutions in journalism. And we're also here as a media, since our students record the conference and stream it online. So I thank my colleagues who are leading this operation, and of course our students. And I would like to point out that if at any point they get a little noisy, it's because they work in groups and they exchange each other during the conferences. So please do not think that they're disrespectful towards you. This is not true. So I'm grateful for you, our 4 speakers who have accepted our invitation today. And I will do some brief presentations in French, I think, just to not waste more of your time and leave time for the presentations themselves. Donc, des mots sur les 4 intervenants. Carl Gustav Linden est donc professeur associé en journalisme et chercheur à l'école suédoise des sciences sociales à l'université d'Helsinki, en Finlande. Il intervient également à l'université Södertörn, si je le dis bien, et à l'université de Göteborg en Suède. Il s'intéresse au journalisme, aux innovations dans les médias, ainsi qu'au modèle d'affaires de médias. Il a dirigé un projet qui s'appelle Automatisation immersive et qui portait sur les questions critiques liées à l'automatisation de l'information. On a beaucoup hésité s'il fallait dire automatisation ou automation, à l'instar de automation, mais enfin, on s'est senti un peu... Enfin, on a opté pour automatisation. Je ne sais pas si les collègues Olki ont déjà passé à l'automation en français. En effet, les deux existent. Donc, Carl Gustav Linden, il travaille actuellement dans le cadre d'un projet H2020 sur la NVIDIA, c'est le nom, l'acronyme, qui porte sur l'intégration multilangue des langues moins représentées dans le média d'information européen. Et donc, par la suite, dans la matinée, nous écouterons Nathalie Pignard-Chenel, que nous connaissons bien ici dans notre master, l'une des fondatrices du master, on ne les répète jamais assez, qui est professeure assistante à l'Académie du journalisme et des médias à l'Université de Neuchâtel en Suisse, et qui est chercheuse associée au CREM.
Nathalie travaille sur les pratiques journalistiques, les médias sociaux et l'information numérique. Donc, elle a récemment co-dirigé et publié le livre Info, commenté et... hashtag info, commenter et partager l'actualité sur Twitter et Facebook. Public et TIC, TIC plutôt, confrontation conceptuelle et recherche empirique. Et puis le dernier ouvrage qui est en consultation sur le journalisme mobile. Donc, Hanna Tuulonen, si je le dis bien, est doctorante à l'université de Helsinki. Elle étudie dans sa thèse l'automatisation de l'information en Chine, son impact sur les pratiques et le contenu des médias chinois, ainsi que la manière dont les pratiques automatisées des médias chinois affectent les médias européens. Et elle s'est rendue plusieurs fois en Chine pour faire du terrain. Et Marie-Noëlle Dutrex est titulaire d'un doctorat en sciences de l'information et de la communication. On la connaît bien aussi parce qu'elle est avec nous ici au CREM. Elle est ATER, attachée temporaire d'enseignement et de recherche à l'Université de Lorraine, et membre du CREM. Et elle travaille sur l'information journalistique et encyclopédique en ligne. Donc, merci encore à toutes et à tous. Et je vais laisser la place aux intervenants de la matinée. I'll give the floor to our speakers in the morning, Carl Gustav Linden et Nathalie Pignard-Chenel. Please have a table seat. Et peut-être Loïc, finalement, vous avez choisi un hashtag pour Twitter pour la journée? Voilà, donc J Newsbots. Sans le J, donc Newsbots 2019. Merci. Donc, please, do you have something to...